Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va encore une fois parler de la Ligue des Champions, deuxième soirée de Ligue des Champions, toujours la première journée. Demain, on parlera de Monaco-Barcelone puisqu'il y a de la Ligue des Champions le jeudi aussi et c'est ça qui est bien dans la nouveauté de ce format. Donc voilà, on évoquera demain la soirée de Ligue des Champions, mais avant de se projeter sur le match entre le club de la Principauté et le club catalan, on va d'abord évoquer la soirée d'hier et encore une belle soirée de Ligue des Champions. Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai préféré la soirée de mardi, j'avais trouvé le Real Stuttgart vraiment intéressant à regarder. Hier, j'ai regardé PSG Gérone, j'ai un peu zappé sur City Inter, j'ai pas regardé les matchs de 19h, mais on aura comme un mot pour ces matchs-là, même si c'est les matchs les moins intéressants à regarder évidemment, mais on va parler de PSG Gérone, mais avant de parler de ça, on va analyser les matchs de 19h pour avoir une vue globale sur cette journée de Ligue des Champions, même si elle a été moins bien selon moi que celle de mardi, elle vaut quand même le détour parce que ça reste de la Ligue des Champions. On va évoquer le match entre le Sparta Prague et Salzbourg. Là aussi, deux clubs plutôt modestes, qu'on ne soupçonne pas d'aller en huitième et en quart, mais des clubs plutôt intéressants puisque le Sparta s'est imposé 3-0 face à Salzbourg et je ne sais pas s'il y a que moi qui trouve que ce résultat est plutôt surprenant puisque Salzbourg nous a quand même donné l'habitude d'accrocher des grosses équipes en phase de poule, d'être un club qui progresse sans cesse sur les dernières années sur la scène européenne et j'ai été surpris de ce 3-0, encore plus quand je me suis penché sur les stats. Alors je n'ai pas vu le match, mais je me suis penché sur les statistiques, même si les statistiques ne veulent pas dire grand-chose des fois en football, il faut quand même regarder les stats pour essayer de dresser le bilan d'un match. J'ai vu que Salzbourg avait 66% de possession, mais dans ces 66%, il n'y a qu'une seule frappe cadrée face à un Sparta Prague qui a été beaucoup plus efficace, qui a beaucoup plus tiré au but et qui a été évidemment beaucoup plus fort dans les phases de transition et dans les dernières passes. Là où Salzbourg a essayé d'avoir ce jeu de possession très stérile et n'a pas su trouver la faille. J'ai regardé aussi les dynamiques des deux clubs en championnat. On a un Sparta qui est co-leader du championnat tchèque avec le Slavia qui avait été éliminé par Lille en barrage, et on a une équipe de Salzbourg qui connaît un début de saison assez laborieux dans le championnat autrichien. C'est la 5e place, même s'ils ont un ou deux matchs en retard, il me semble. C'est quand même un club qui n'est pas sur la même dynamique que sur les années précédentes. Salzbourg, c'est un club qui avait l'habitude de dominer de la tête et des épaules le championnat autrichien, et ce dès le début, d'avoir des bons résultats quand même en phase de poule de Ligue des Champions. Ça leur arrivait même d'arriver en huitième de finale. On rappelle quand même que Salzbourg, c'est le deuxième club de la filière Red Bull, c'est derrière Leipzig, donc c'est pas le club à qui on donne le plus de moyens, même s'ils en disposent tout de même. Mais j'ai été surpris par cet échec hier de Salzbourg, défaite 3-0, malgré le fait d'avoir tenu le ballon. J'ai aussi vu que Salzbourg avait perdu beaucoup de joueurs lors du mercato, les pertes de Susic et de Pavlovic. Pavlovic, le défenseur central serbe, parti du côté de l'AC Milan, et Susic, le milieu de terrain croate, parti du côté de la Real Sociedad. Et ça, forcément, c'est des pertes qui influent sur le niveau de jeu de Salzbourg, même si on a enregistré l'arrivée du très talentueux Bajcetic, le jeune milieu de terrain espagnol de Liverpool. Donc, premier revers pour Salzbourg, et j'ai trouvé ça plutôt surprenant puisque c'est le genre de match où il faut commencer à engranger des points. Dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, tu vas affronter des grosses équipes sur tout l'ensemble des 8 matchs, et il vaut mieux prendre des points face aux adversaires dits plus faibles, face aux adversaires dits à notre portée, et c'est vrai que j'ai été surpris par ce revers de Salzbourg. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la suite de la compétition. On va maintenant évoquer Bologne-Shakhtar, et là j'avais placé beaucoup d'attentes en Bologne malgré les pertes de Calafiori ou encore de Thiago Motta qui avait amené cette équipe au sommet de la Serie A la saison dernière, mais c'est un peu le revers de la médaille pour cette équipe de Bologne. C'est une équipe qui a fait une excellente saison la saison dernière, une saison historique, qui dispute la Ligue des Champions, je crois, pour la première fois de leur histoire. N'hésitez pas à me dire, mais je crois que c'est la première fois que Bologne vient en Ligue des Champions. Et Bologne, même s'ils ont perdu Calafiori, même s'ils ont perdu Thiago Motta, je m'attendais quand même à ce que face au Shakhtar, il y ait quand même un succès. Parce que tu es à domicile, parce que tu es un club de Serie A, parce que le Shakhtar va mal. Le Shakhtar est 7e du championnat ukrainien, mais Bologne va mal aussi. Pas de victoire cette saison en Serie A. Hier, ils ont été quand même meilleurs que le Shakhtar de ce que j'ai vu sur les statistiques. J'ai aussi essayé de regarder le résumé que j'ai pu trouver sur YouTube. Bologne a eu pas mal d'occasions. Il y a eu des choses plutôt intéressantes de ce que j'ai vu en tout cas, mais finalement 0-0, ils n'ont pas su trouver la faille face à une équipe du Shakhtar qui a quand même pour habitude d'être bon en Ligue des Champions. C'est un peu comme Salzbourg, les clubs ukrainiens, les clubs autrichiens, les clubs néerlandais, portugais dans une mesure un peu plus élevée. C'est quand même des clubs qui sont toujours très accrocheurs, surtout quand ils sont à l'extérieur en Europe occidentale. On sait que les clubs autrichiens, les clubs tchèques, quand ils viennent en Europe de l'Ouest, ils ont pour coutume d'être très accrocheurs, d'être très bons. Et c'est vrai qu'hier, j'ai trouvé ça plutôt surprenant que le Shakhtar face à une équipe novice, parce que Bologne est quand même une équipe novice dans la compétition. Le Shakhtar avec son expérience, je m'attendais quand même à ce que ça accroche au moins Bologne ou à ce que ça gagne, mais c'était un match nul. Donc voilà.
Beau match nul, j'ai envie de dire, pour commencer, mais j'aurais aimé quand même que Bologne ou le Shakhtar l'emporte parce que c'est là qu'il faut prendre des points face aux adversaires un peu plus modestes. Bologne qui a perdu Calafiori et Mota, qui a la lourde tâche de les remplacer. On voit que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de victoire en Serie A, donc la transition va être dure à faire. Et côté Shakhtar, il y a un début de saison laborieux du côté du championnat ukrainien. Toujours cette base de joueurs ukrainiens très solide, hein. Beaucoup de joueurs ukrainiens qui fournissent la sélection ukrainienne, mais hier, cette équipe du Shakhtar n'a pas réussi à trouver la faille malgré le plus d'expérience qu'ils disposent. Ils ont beaucoup plus d'expérience que Bologne, mais hier, ils n'ont pas su trouver la faille. Il y a des joueurs plutôt intéressants du côté de cette équipe de Bologne. J'ai vu que sur le banc, il y avait Ealing Junior, jeune joueur prêté par la Juve. Il y a Juan Miranda, à l'arrière gauche du Betis, l'espagnol, le jeune espagnol. Il y a Pobega, prêté par le Milan AC. Donc il y a quand même de quoi faire une équipe de qualité. Mais là, c'est des joueurs qui ont été mis sur le banc, peut-être parce que c'est le début de saison, qu'ils viennent d'arriver et qu'il faut qu'ils s'intègrent un peu plus. Mais voilà, il y a quand même toujours Endoy, il y a quand même toujours des joueurs de qualité qui ont été bons l'année dernière du côté de Bologne. Donc j'espère que la dynamique va être insufflée du côté de Bologne. Il suffit d'une victoire pour insuffler une dynamique positive. On va maintenant rentrer dans le gros du sujet, dans le gros de la vidéo. On va commencer à évoquer le Paris Saint-Germain. C'est le match que j'ai regardé, PSG Gérone, match très intéressant, match très riche en enseignement. Et hier, l'enseignement qu'on a vu, c'est qu'il ne va pas être facile de remplacer Kylian Mbappé. Et je ne vais pas vous mentir et faire l'expert qui connaît tout. Je pensais vraiment que le PSG était capable de remplacer Kylian Mbappé dès le début. Je pensais que le trou laissé par Mbappé n'était pas si grand et que Barcola, Dembélé et Marco Asensio pouvaient largement le combler, en tout cas sur les premiers matchs. J'ai pensé naïvement que sur ce premier match face à Gérone, Paris avait largement les moyens de remplacer Kylian Mbappé. Encore plus au vu du début de saison en Ligue 1 où ils n'ont pas eu de problème offensif. Hier, on a clairement vu le manque de Kylian Mbappé et je me suis trompé. Voilà, je suis nul, Kylian, pardonne-moi, je me suis trompé. J'ai cru que Paris, dès le premier match, allait livrer un festival offensif et qu'ils allaient montrer qu'ils étaient capables de remplacer Mbappé, mais on n'arrive pas à combler 40-50 buts comme ça aussi facilement. Mais je m'attendais quand même à ce qu'à domicile, sur un premier match de Ligue des Champions face à Gérone qui est novice dans la compétition, je pensais qu'il n'allait pas y avoir de problème, encore plus au vu du début de saison en Ligue 1. Le problème hier du PSG, c'est évidemment l'inefficacité. Il y a cette action de Dembélé qui a énormément tourné sur les réseaux, mais quand on l'a vu, on était un peu choqué parce que je me suis dit comment c'est possible de rater ça, comment c'est possible comme ça, Dembélé qui était en confiance sur les derniers matchs, comment est-il possible qu'il rate cette occasion-là. Donc il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de pertes de balles. J'ai été marqué par le nombre de pertes de balles de Dembélé, de Barcola, beaucoup de déchets dans le jeu, une très difficile incapacité à se projeter vers l'avant, mais ça c'est dû au bloc très regroupé de Gérone. Gérone était excessivement regroupé, notamment sur les premières minutes du match, donc c'était compliqué de jouer en transition, qui sont les qualités un peu inhérentes à Barcola et Dembélé. C'est là qu'on les attend. Quand il faut fixer un bloc bas, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour Dembélé et Barcola. Donc on a eu une équipe de Gérone très basse au début, peut-être la pression de jouer au parc, peut-être la pression de jouer le premier match de Ligue des Champions de leur histoire. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est les longues phases de possession de Gérone, les longues phases de possession de cette équipe catalane qui était complètement dingue, avec un pressing du Paris Saint-Germain très inefficace et toujours ce retard d'une ou deux secondes sur le pressing. À chaque fois que Gérone faisait tourner le ballon, à chaque fois qu'un joueur de Gérone avait la balle, le joueur de Gérone avait 2 secondes, 3 secondes pour faire la passe, et ça forcément c'est quelque chose d'inconcevable quand tu es à ce niveau-là de la compétition. Tu te dois d'avoir un pressing organisé, et le pressing du Paris Saint-Germain, notamment lorsque Gérone avait le ballon très bas, il était très inefficace, avec toujours 2-3 secondes pour le joueur de Gérone pour pouvoir faire sa passe. Mais Gérone, ça manque de qualité devant. C'est pour ça que Gérone n'a pas réussi à marquer malgré les nombreuses phases de possession. C'est que ça manque de qualité dans la dernière passe, dans la finition. Ils ont perdu Dovbyk, donc ça évidemment c'est préjudiciable parce que tu n'as pas ce joueur pour marquer le but. Mais ce qui m'a marqué, c'est ce bloc très bas de Gérone dans un premier temps qui a rendu Dembélé et Barcola inefficaces. Et dans un second temps, c'est les longues phases de possession de Gérone où chaque joueur de Gérone, pourtant en position basse, avait au moins 2-3 secondes pour faire sa passe. Et ça, c'est inconcevable tant le pressing du Paris Saint-Germain sur le plan collectif était désorganisé. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et puis derrière, tu gagnes, mais le salut vient d'une boulette de Gazzaniga et d'un centre de Nuno Mendes qui est à la base raté. Et puis le gardien argentin, l'ancien de Tottenham, se trouve. Donc c'est une bonne victoire parce que tu vas enchaîner beaucoup d'adversaires difficile sur les prochains matchs, mais d'un autre côté, c'est un peu inquiétant puisque Gérone, c'est une équipe qui est débutante dans la compétition, c'est une équipe qui manque de qualité, notamment dans la dernière passe et dans la présence dans la surface, même s'ils ont quand même des joueurs de talent, hein. Van de Beek, Brian Gill, ça reste quand même des joueurs de qualité, Tsigankov aussi.
Donc voilà, cette équipe de Gérone, hier novice dans la compétition, a été plutôt ambitieuse avec des longues phases de possession, pas beaucoup de dégagement. Ils ont réussi à désorganiser le Paris Saint-Germain et on a vu un Luis Enrique très mécontent. Donc c'est inefficace, beaucoup de pertes de balles comme je l'ai dit, lenteur dans les appels, aussi très très lent. À chaque fois qu'on arrivait dans la deuxième partie de terrain, ça devenait beaucoup plus lent du côté du PSG. Tu peux pas gagner comme ça, encore plus face à une équipe très basse sur le terrain. Le salut est venu à la dernière minute. Là, tu as été plutôt chanceux, entre guillemets, même si tu l'as provoqué, hein, cette chance. Tu as quand même tiré 26 fois au but, c'est quand même beaucoup. Mais attention quand même sur les prochains matchs. On va maintenant évoquer City-Inter, j'ai zappé entre les deux matchs, entre PSG Gérone et City-Inter, parce que PSG Gérone était tellement nul sur le plan du rythme et de l'intensité que j'ai un peu zappé sur City-Inter, mais j'ai pas franchement été loti non plus en termes d'intensité sur City-Inter. Et l'antidote au système Guardiola, c'est peut-être ce 3-5-2 d'Inzaghi, puisque cette équipe de City bute très souvent défensivement sur ce bloc de l'Inter Milan. Yann Sommer a été très rassurant dans les buts, mais Acerbi a parfaitement canalisé Erling Haaland, qu'on n'a pas énormément vu hier soir. Guardiola a peut-être vu et détecté quelques failles dans son système offensif. C'est pour ça qu'à la mi-temps, il a fait rentrer Phil Foden à la place de Savigno, peut-être pour avoir un joueur de fixation, un joueur à qui donner le ballon dans les pieds, peut-être pour fixer un peu plus cette défense de l'Inter Milan, notamment dans les 1 contre 1. Et puis Gundogan qui est venu un peu fluidifier le jeu au milieu de terrain. Gundogan qui a eu une occasion de but à la 88e aussi. Il a aussi fait rentrer pour sa capacité à se projeter dans la surface. Et côté Inter, c'était impossible de marquer. Il n'y a eu que 3 frappes de l'Inter durant tout le match. Elles sont toutes venues de Marcus Thuram, mais à chaque fois, c'était pas dangereux. L'Inter n'était pas assez dangereux offensivement, puisqu'à chaque fois, Thuram et Taremi étaient seuls offensivement. Ils faisaient face à une défense à 3, puisque Gvardiol, en phase défensive, n'est plus arrière-gauche, il redevient central. Et donc, à chaque fois que l'Inter voulait animer une attaque, tu avais Thuram et Taremi face à Stones, non, face à Diaz, Gvardiol et Akanji. Donc, 3 joueurs d'un coup, comme ça, sur les 2 contre 3 à chaque fois. Tu manquais de présence avec toi. Il manquait d'accompagnement pour Thuram et Taremi. Et ça s'est clairement vu, puisqu'il y avait les absences de Di Marco et Dumfries. Di Marco et Dumfries n'étant pas là pour amener du surnombre offensivement. Tu n'avais que Darmian et Augusto qui ne sont pas aussi offensifs que leurs coéquipiers absents. Et donc Thuram et Taremi, à chaque fois qu'ils se projetaient vers l'avant, ils faisaient face à 3 défenseurs. Et ça, forcément, les 2 contre 3, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a eu que 3 frappes. Et que si vous regardez les 3 frappes de Thuram, c'est des frappes du désespoir. C'est des frappes, finalement, il frappe parce qu'il veut avoir plus de statistiques et parce qu'il veut dire j'ai frappé. Mais au final, il y avait peut-être d'autres options. Mais globalement, ça se refermait à chaque fois sur cette attaque de l'Inter. Donc l'Inter n'a absolument pas pu marquer puisqu'il y avait un problème dans l'animation. Tu étais toujours en 2 contre 3 et les absences de Dumfries et Di Marco ont été préjudiciables pour se projeter dans l'animation offensive. Et côté City, Guardiola a su qu'il manquait quelque chose dans son système. C'est pour ça qu'il a fait rentrer Foden et Gundogan. Mais face à cette défense de l'Inter très regroupée, avec en plus des pistons très défensifs comme Darmian et Augusto, tu faisais face à 5 défenseurs au final. Et c'est pour ça que ça s'est terminé, selon moi, en 0-0. Haaland bien canalisé. Au milieu, on sait que c'est le point fort de l'Inter. Je pense que c'est le milieu de terrain parce que ce milieu, surtout avec l'arrivée de Zielinski, il est capable d'imposer un défi physique à une équipe qui joue au ballon comme Manchester City. Et au final 0-0, pas vraiment surprenant. City qui bute sur un bloc défensif et l'Inter dans l'incapacité d'avoir du surnombre offensivement. Ça donne un 0-0 et encore plus en début de saison. On est en début de saison, les deux équipes vont pas se tuer à essayer de tout donner pour l'emporter. L'Inter a un derby ce week-end face à l'AC Milan, City joue Arsenal. Je pense qu'ils ont d'autres priorités sur ce début de saison. Ils se disent qu'il y a 8 matchs de poule, donc ils vont pas tout donner sur ce premier match de poule. On va maintenant évoquer Bruges, Borussia Dortmund. Et Dortmund s'est imposé plutôt aisément. J'étais pas vraiment optimiste pour le Borussia Dortmund, puisque un déplacement à Bruges, une équipe qui a l'habitude de venir en Ligue des Champions tous les ans, en Belgique, je me suis dit que ça allait être un peu laborieux. On a eu globalement la même équipe que sur la finale de Ligue des Champions l'an dernier, à part que Maatsen est parti à Aston Villa, donc là il est remplacé par Ben Sebaini. À part l'arrivée de Gross au milieu de terrain, globalement on avait la même équipe que sur la finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, donc une équipe qui a engrangé de l'expérience. Il y a évidemment le départ de Jadon Sancho, mais Sancho il était là que les 6 derniers mois, donc j'ai envie de dire il n'était pas pleinement inscrit dans le projet du Borussia Dortmund. Et j'avais hâte de voir les débuts de Nouri Sahin sur le banc du Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Et franchement, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Bruges a eu une occasion, de ce que j'ai vu sur le résumé, une énorme occasion vers la 11e, 12e minute où Kobel arrête le ballon. Derrière, il y a la barre transversale. Donc, petite frayeur sur le but du Borussia Dortmund. Mais derrière, le Borussia Dortmund s'est parfaitement repris. Ça a été compliqué. Ça a été un succès dur à aller chercher. Ça s'est décanté dans les 20-30 dernières minutes du match avec ce doublé du Binoy Guidance et le but de Guirassy sur penalty. Mais globalement, le boulot est fait. Tu as dû attendre pour débloquer le compteur face à une équipe de Bruges un peu basse. Il a fallu faire le jeu, etc. Mais globalement, tu l'emportes 3-0. Tu as réussi avec un peu de réussite
à sécuriser ton but et à avoir un clean sheet. Donc les débuts sont réussis. Binoé Gittens a montré que le Borussia Dortmund avait un banc de qualité. Derrière, il y a des recrues qui sont rentrées avec Yann Couto, avec Guirassy. Donc intéressant. Donc on se base côté Dortmund sur la structure très forte de la saison dernière, mais aussi avec des recrues en sortie de banc qui font énormément de bien et peut-être déjà l'explosion de Binoé Gittens. J'ai vraiment hâte de voir ce joueur encore plus s'incorporer dans le collectif de Dortmund parce qu'il a beaucoup de talent. Il l'avait montré à l'Académie de City et je pense qu'il va vraiment exploser cette année du côté de Dortmund. Et puis pour le dernier match, Celtic Slovan Bratislava. Alors je ne l'ai pas du tout vu, j'ai vu que le Celtic avait gagné. Ce que je aimerais dire sur le Celtic et le Slovan Bratislava, c'est que c'est deux clubs assez historiques. Le Celtic a remporté la Ligue des Champions en 1967 avec les fameux Lions de Lisbonne et le Slovan Bratislava a remporté la Coupe des Coupes en 1969 face au FC Barcelone. Donc voilà, je n'ai rien vu du match, donc je ne peux pas vous parler du match et l'analyser en lui-même. J'ai même pas vu le résumé, donc je vous fais un petit point historique. Le Celtic a une forte base de joueurs japonais qu'ils vont chercher directement au Japon. Donc on voit qu'il y a une équipe de scouting qui est évidemment très forte du côté du club écossais. D'ailleurs, hier, Maeda, qui est international japonais, a marqué pour le Celtic. Victoire 5-1 des Écossais. Le Slovan Bratislava me paraît quand même être l'équipe qui va finir 36e du classement, puisque ça me paraît quand même être l'équipe la moins forte. Et attention au Celtic qui revient souvent en Ligue des Champions chaque année et qui pourrait bien jouer les troubles faits parce qu'ils ont engrangé de l'expérience et qu'ils ont tout de même de la qualité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.